Donc bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de cette conférence, ainsi que le public venu nombreux. Donc je ne suis pas tout à fait habitué à parler dans un micro, devant une caméra, devant des gens, donc merci pour votre indulgence. Donc je suis venu vous livrer mon modeste témoignage, en commençant par présenter le parcours qui m'a amené à m'installer à la campagne. Je détaillerai ensuite le projet dans lequel je me suis lancé, avant d'apporter quelques remarques et conseils à l'attention des urbains, lassés de la décadence urbaine, et donc tenté par le retour à la terre. Voilà, je m'appelle Pierre, j'ai 37 ans, je me suis installé avec ma compagne dans un petit village de la Haute-Vallée de l'Aude en 2012. Donc pour revenir au début, moi je suis né à Paris, j'ai pas mal déménagé quand j'étais enfant, et j'étais dans le Var ensuite, donc je viens pas vraiment de la ville, mais j'y suis retourné très vite pour aller à la fac, suivre un cursus scientifique en biologie. Après, il a fallu trouver du boulot. Là, ça a commencé à être un peu plus compliqué. J'avais pas mal d'expériences de petits boulots, de stages et autres, mais pour travailler dans ma branche, ça me semblait difficile. Donc, j'ai commencé à bosser dans un magasin bio afin de me payer un projet de voyage. Et en fait, c'est ce voyage qui a changé beaucoup de choses. Parce que donc, je suis parti d'abord dans un parc national au Pérou, et en fait, après, j'ai passé du temps à faire du volontariat de type WWOOF, donc je reviendrai là-dessus, dans une ferme en permaculture en Bolivie. Et là, ça a été un vrai déclic pour moi. Sauver la planète, protéger la forêt amazonienne, c'était un peu plus compliqué que ce que j'imaginais. Par contre, protéger la biodiversité sur 1 ou 2 hectares, tout en produisant sa nourriture, ça avait vraiment du sens. Et ça résonnait avec mes convictions écolo et décroissantes de l'époque. Et en Bolivie, j'ai aussi rencontré le patriotisme. La fierté des enfants à chanter leur hymne national sur leur drapeau, avec la constitution du président Morales dans leur cartable. J'ai effectué ensuite un second voyage en Amérique latine, où j'imaginais à l'époque m'installer. Mais après une année entière passée loin de la France, le retour m'a fait changer d'avis. Donc je me suis rendu compte à quel point j'étais attaché à la France, sa langue, son architecture, ses clochers, ses paysages. Et là, c'était allé assez vite. J'ai rencontré ma compagne, avec qui j'avais la chance de partager ses opinions et puis un projet d'installation. Dans un genre moins sexy, j'ai rencontré le bouquin Survie de Piero San Giorgio, les analyses d'Alain Soral ou de Pierre Jovanovic. Donc voilà, si je raconte un peu ma vie, c'est pour insister sur le fait que dans mon esprit, retour à la terre signifiait sédentarisation, autonomie et aussi un travail à moins de production concrète. Quitte à louer mes bras, je préférais vendre des légumes bio plutôt que des pantalons à une jambe. Et puis tant qu'à faire, autant être mon propre patron et vendre ma propre production, quoi. Donc nous voilà en 2012, nous décidons de chercher un lieu pour accueillir notre projet. On avait un budget assez limité, autour de 60 000 €. Donc on avait quelques économies, puis la chance d'avoir un prêt familial. Il faut savoir qu'en théorie, un maraîcher professionnel, il a besoin d'1 hectare de bonne terre, dont 1000 m² en serre. Mais nous, on ne voulait pas partir dans un projet classique, on ne voulait pas du prêt au Crédit Agricole, de la subvention auprès de la Commission européenne à travers la PAC. On pensait que garder son indépendance, c'était pas la meilleure base de commencer comme ça. Donc on a acheté une petite maison, sans jardin, dans le canton de Quillan, donc c'est dans l'Aude, entre Pyrénées et Méditerranée. C'est une zone où l'activité économique est tout à fait ralentie, et donc avec des prix du foncier très bas. Et nous avions remarqué en visitant le coin qu'il y avait beaucoup de très très beaux jardins potagers qui côtoyaient de nombreuses parcelles en friche. Donc rapidement on s'est fait prêter des jardins, plus ou moins à l'abandon, pour commencer à cultiver, stocker du bois, installer un poulailler. La première année a été surtout consacrée à rénover et à aménager notre petit nid, où ma compagne a pondu donc un magnifique bébé. Le temps a passé, aujourd'hui donc, je suis déclaré comme cotisant solidaire auprès de la MSA, ce qui me permet de vendre légalement donc, mes surplus de production en légumes, mais aussi des plants potagers et des fruits transformés, donc des confitures ou des jus. Pour la commercialisation, j'ai opté pour le plus direct, c'est-à-dire que j'ai un réseau de clients dans mon village, et de mai à octobre à peu près, je livre des paniers, donc je récolte le matin, j'amène ça à la maison, et puis ce dont on a besoin en cuisine pour nous, et le reste je le vends. Les maigres bénéfices ainsi générés ont été réinvestis dans du matériel agricole, une petite serre, des arbres fruitiers. Et aujourd'hui, je cultive à peu près 4000 m² en m'inspirant des principes de la permaculture. En collaboration avec un autre agriculteur, on a planté à peu près 150 arbres fruitiers de variétés anciennes, principalement des pommiers et des pruniers.
Et on teste aussi différentes plantes aromatiques comme le thym, la lavande, mais aussi le safran. Donc je suis bien conscient que mon exemple est assez marginal, hein, il y a d'autres moyens de faire. C'est assez précaire financièrement parlant, mais je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas. Je pense que la France est belle aussi parce qu'elle est jardinée depuis des millénaires. Et dans le monde instable dans lequel on est, penser à son autonomie alimentaire devient vital. Que ce soit à l'échelle familiale, à l'échelle d'un réseau, d'un village ou à l'échelle de la France entière. On ne peut pas dépendre des grandes chaînes de distribution, des chaînes logistiques longues, ou de savoir que si Rungis ferme, Paris est affamé en moins d'une semaine. Et donc pour ça, il y a besoin de bras, hein, il y a besoin de gens qui vont suer, qui vont travailler pour produire des aliments sains qui permettront à nos enfants de vivre en bonne santé. Donc pour ceux qui veulent tenter l'expérience, voici quelques pistes. Bon, il y a bien sûr prenons le maquis, mais à l'époque ça n'existait pas. Donc moi je suis passé par le WOOF. Le WOOF c'est WWOOF, c'est un acronyme anglais, c'est un système de volontariat en ferme bio. On est hébergé, nourri et en échange de quelques heures de travail. Donc ça permet de mettre la main à la terre, d'acquérir de l'expérience, de voir comment les paysans vivent, de savoir si on est fait pour ça. Au niveau du choix du terrain, il faut quand même être attentif quand on arrive à un endroit. Il faut bien sûr regarder la qualité du sol, la présence d'eau, l'ensoleillement, le climat. Il ne faut pas se faire des films. C'est bien de regarder dans les alentours qu'est-ce qui pousse pour ne pas partir dans l'idée de cultiver des espèces qui ne sont pas adaptées. Si vous êtes à 800 mètres dans un versant nord, vous oubliez les melons, les tomates par exemple. Alors il existe différentes structures pour vous aider dans votre lancement de projet. Les chambres d'agriculture mettent en place des points d'installation pour vous aider dans vos choix, vous permettre de suivre des formations. Il y a l'association ADEAR, avec le site je m'installe paysan.org, qui sont très efficaces aussi pour vous accompagner. Dans les formations, moi je conseille Nature et Progrès qui fait de très très bonnes formations. Vous trouverez dans ces structures-là des gens très sympas, très compétents, dévoués. Petit bémol, ils sont très ouverts et tolérants, mais ils ont souvent une forte intolérance alimentaire à la quenelle. Pourtant, ils sont gay-friendly, hein, mais bon, c'est peut-être un reste de véganisme militant. En tout cas, cela explique aussi que je préfère aujourd'hui être flouté. Dans les petits villages, tout le monde se connaît, et les mauvaises réputations vont vite. Hein, donc discrétion. Mettez le jus d'ananas au frigo, c'est mon conseil culinaire du jour. En tout cas, aujourd'hui, il me semblerait réellement inconcevable de retourner en ville, que ce soit à titre personnel ou bien sûr pour mes enfants. On dit ne nous sommeille pas à la tentation, mais la ville, elle le fait en permanence. Hein, par exemple, je me rappelle qu'il y avait sur les abribus tout le temps des affiches de jeunes filles dénudées, les pubs au bas et autres. Le fait qu'en ville, tout soit consommation, en fait, on ne va pas faire une balade, on ne va pas se promener, on va consommer, on va au resto, on va au ciné. Et donc pour les jeunes là, de 25-30 ans qui se disent j'ai envie de partir, mais j'ai pas forcément envie d'aller m'enterrer dans un petit village, je veux dire que moi-même je pensais peut-être regretter les sorties dans les bistrots, les ciné, tout ça. Mais en fait avec l'âge et la vie familiale, on se rend bien compte que c'est dérisoire et superflu. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Je voulais donc montrer, par mon exemple, qu'il n'y a pas forcément besoin d'énormes moyens financiers pour commencer. Si vous êtes motivé, lancez-vous, vous ne le regretterez pas. Le meilleur moment pour planter un arbre fruitier, c'était il y a 10 ans, sinon c'est aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric, j'ai 39 ans. J'ai eu une enfance en région parisienne, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi. Donc la décadence, je la connais bien. J'étais à l'âge de 18 ans où j'ai craqué. J'ai quitté l'école et je suis parti à l'armée. C'était la seule option que je voyais viable pour un peu voyager à travers le monde et voir du pays. J'ai effectué une carrière de 20 ans, dont 11 ans dans les forces spéciales. Et j'ai terminé ici au SNEC à Collioure et à Montlouis. Ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de conflits, beaucoup de misère. J'ai notamment en Afrique, et quand on parle de la décadence urbaine, c'est assez impressionnant à voir. Donc j'ai vite vu où était mon intérêt.
Deuxièmement, quand j'étais petit, le lien que j'ai eu avec la nature, c'est la chance de pouvoir aller faire des vacances chez les grands-parents. Concernant le potager et l'autonomie, j'ai eu la chance aussi petit d'aller en Union soviétique à l'âge de 6 ans, et j'ai pu voir que ceux qui étaient heureux, c'était ceux qui étaient à la campagne, et certainement pas ceux qui étaient en ville. Donc en 2009, j'ai pris la décision de... en 2009, j'ai commencé à faire mes premières recherches, à vraiment me bouger le cul. Et en 2015, j'ai trouvé un terrain. Mais bon, j'avais pas encore quitté l'armée, j'ai quitté l'armée l'année dernière, uniquement. J'ai trouvé un terrain d'un peu moins d'1 hectare. J'ai commencé à travailler dessus. Bon, il a fallu se relever les manches, comme ils disent. Il pleut, il neige, il fait froid, bon, on y va. Et on bosse. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore commencé ma formation à la Chambre d'agriculture. Je vais l'entamer très prochainement. Deuxièmement, je ne suis pas flouté parce que, comme je suis un ancien militaire, j'ai droit à ma pension. Et je suis autonome financièrement. Donc, en fin de compte, je les emmerde. Tout simplement. Quoi dire de plus? Oui, c'est vrai que c'est pas évident de franchir le pas. J'ai cumulé double activité depuis 2015. J'ai acheté mon terrain en 2015. Taper une journée de boulot et après le soir partir au terrain, travailler, etc. C'est pas forcément évident. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes motivé, vous arrivez toujours à trouver des gens qui vont vous aider. Que ce soit pour des conseils, de l'administratif, n'importe quoi. Il y a comme un espèce de fil rouge dans la vie qui fait que vous avez toujours quelqu'un que vous avez rencontré, qui dit ah mais tu peux faire comme ça ou tu peux faire comme ça. Et derrière moi j'ai rencontré Paul, qui travaille dans un groupement bio et qui est à l'association. Et qui m'a dit ah bah tiens il y a ça, on peut t'aider comme ça ou comme ci. Et en fin de compte vous vous rendez compte que moi j'avais des problèmes, la terre était très dure où j'étais. Un paysan d'à côté, tout de suite, il vous propose bah, moi j'ai un tractopelle, je peux venir t'aider pour des prix qui sont pas très chers, etc. Donc des fois, faut pas hésiter à se lancer. Et vous verrez que si vous êtes motivé, il y aura toujours des gens prêts à vous aider autour de vous, quoi. Voilà. Bonjour à tous. Je m'appelle Hugues, j'ai 51 ans, marié, vacciné, 2 enfants. C'est risqué, j'ai pris le risque. Mon histoire en quelques mots, on va dire de 20 à 32, 33, 34 ans, j'ai essayé pas mal de choses, j'ai créé des sociétés, je me suis planté, donc j'ai volé d'échec en échec. Beaucoup de frustration parce que je voulais réussir. Je viens des années tapis, donc tapis, il fallait réussir. Et c'était un petit peu mon rêve. Et puis devant cette frustration, vers l'âge de 33 ans, j'ai tout abandonné, mes projets, mes rêves, pas mes rêves, mais en tout cas de vouloir gagner de l'argent, et j'ai voulu essayer de m'amuser un petit peu dans ma vie. J'ai continué à créer, et puis là, en quelques mois, finalement, avec cette prise de conscience, les choses se sont organisées naturellement, ma société s'est développée pendant une douzaine d'années, donc une société liée à Internet et au recrutement. Je l'ai vendue il y a maintenant 6 ans, et avec l'argent de cette vente, j'ai investi dans une propriété rurale, une grosse propriété, qui répondait, d'ailleurs qui allait bien au-delà de tous les rêves que je pouvais avoir d'autonomie, voire de capacité à survivre face à un monde éventuellement en effondrement économique et financier. Donc c'est une propriété de 3 hectares avec au milieu coule une rivière, une belle rivière avec une centrale hydroélectrique. Donc je suis devenu un producteur hydroélectrique. J'avais depuis longtemps détecté que l'énergie était vraiment un point central, un point clé pour comprendre ce qui se passe, même en économie et en finance. Donc j'ai voulu devenir un acteur, et donc j'ai cette centrale. Aujourd'hui, je revends bien entendu la production à EDF, mais à terme, c'est une propriété qui peut me garantir une autonomie totale.
en énergie bien sûr, en eau parce que j'ai de l'eau potable, en eau pour irriguer puisque j'ai cette rivière. Et puis les années passant, je n'étais pas totalement satisfait des options que j'avais prises, il me manquait quelque chose, je me disais si je perds tout, qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis réintéressé à un sujet que j'avais abordé il y a de nombreuses années, qui sont les plantes sauvages comestibles. Donc j'ai suivi une formation de 3 ans avec probablement le spécialiste français le plus connu qui s'appelle François Couplan. J'ai suivi une formation de 3 ans assez intense qui me permet aujourd'hui maintenant de m'alimenter, notamment avec des plantes sauvages comestibles, ce qui fait que je ne suis pas forcément très bon en potager, parce que je manque de motivation quand je vois tout ce qui pousse gratuitement et sans effort. C'est vrai que j'ai du mal à me consacrer à d'autres légumes que des tomates, qui ne poussent pas naturellement à l'état sauvage, ici en tout cas. Voilà, et aujourd'hui donc, je me suis rapproché de Prenons le Maquis, puisque j'offre des petites formations d'un week-end aux gens qui s'intéressent à ce sujet-là, non pas pour les transformer en brillants botanistes au bout d'un week-end, mais tout simplement en essayant de leur donner les clés, parce que c'est une matière un petit peu complexe, et comment l'aborder. Donc en un week-end, je donne aux gens qui participent à ce stage, donc ils viennent dans la propriété, et je leur donne les clés pour pouvoir attaquer ce monde des plantes sauvages comestibles. Voilà. Juste une petite anecdote qui illustre bien la problématique actuelle par rapport au monde du sauvage et puis à l'agriculture intensive. Vous connaissez tous, pour peut-être fréquenter les épiceries bio, le quinoa qu'on importe du Pérou, même si on commence à en faire pousser en France. On provoque énormément de dégâts en perturbant le marché local qui était... les Péruviens se nourrissent notamment de ça. Et parallèlement à ça, donc le quinoa fait partie de la famille des amarantacées. Les amarantacées, on a de nombreuses amarantes en France qui sont des plantes sauvages, détestées de la plupart des agriculteurs qui veulent s'en débarrasser à tout prix. Or, toutes les amarantes qui poussent en France ont exactement les mêmes qualités diététiques que le quinoa. Voilà, donc au lieu d'arracher et de balancer des herbicides sur ces plantes, on ferait mieux de les manger entre deux lignes de maïs, par exemple. Voilà, c'est comme ça de partout, mais il y a en fait 80%, si vous faites un potager, je dirais 80 ou 85% des plantes que vous arrachez consciencieusement se mangent. Et parmi ces 85% des plantes qui se mangent, il y en a une bonne partie qui sont délicieuses. Quand on a commencé à goûter aux plantes sauvages comestibles, on n'achète plus de laitue, parce que la laitue n'a aucun goût, même quand elle est bio. Il y a quantité de petites salades sauvages, vous retrouvez le goût, voilà. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, et vous pourrez, il y a un stage qu'on va faire en avril et puis un en mai, dans les Charentes. Charentes, Dordogne. Voilà. Merci à tous. Alors salut à tous, moi c'est Nico, j'ai 39 ans et je suis célibataire. Je profite de l'occasion. Alors, moi à la base je suis marseillais. Et à Marseille, j'ai vécu les heures les plus sombres de mon histoire, c'est-à-dire les embouteillages. Alors, je sais pas, à Toulouse, je pense que vous avez ça aussi, mais Marseille, c'est particulier pour les connaisseurs. Donc, c'est à l'âge de 33 ans, bizarrement aussi, que j'ai dit à ma marre et je suis passé, j'ai commencé à me former en permaculture notamment, et à chercher un terrain, une maison, et j'ai vendu donc 30 mètres carrés pour acheter l'équivalent en Ariège, pour une somme. J'ai acheté une maison avec un terrain de quasiment 1 hectare pour développer un concept de micro-ferme en permaculture. On
si vous connaissez un peu, en fait, on appelle ça une micro-ferme, mais en fait, c'est un peu l'ancien modèle comme on vivait il y a un siècle en zone rurale, quoi, tout simplement, mais avec des méthodes permaculturelles. Alors, par exemple, j'ai commencé par développer un grand verger sur le modèle des fermes miracles au Québec. Je ne sais pas si vous connaissez ça sur Internet, c'est-à-dire que au lieu d'aligner les fruitiers par variété, on va les aligner par période de récolte, ce qui est beaucoup plus simple et qui permet de varier les variétés, quoi. Donc sur cette micro-ferme, on peut trouver également un potager classique, plus un potager expérimental, où je vais pouvoir, ce qui permet de tester pas mal de variétés et sélectionner celles qui sont les plus adaptées à la région. Donc on trouve aussi une serre, un espace pépinière pour multiplier les arbres fruitiers, et puis un petit élevage de poules et de canards, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de gagner rapidement en autonomie sur un petit espace. Donc voilà. Alors pourquoi, oui, je vais enchaîner là-dessus, pourquoi l'Ariège? Je fais un petit peu de pub pour l'Ariège en fait. Je dirais qu'il y a six points qui ont été déterminants. Le premier, c'est la beauté du lieu, tout simplement, parce que quand on va s'enraciner et vivre à long terme sur un lieu, il vaut mieux tout simplement que s'y sentir bien, quoi, tout simplement. Donc en deux, évidemment, c'est la présence d'eau. Donc en Ariège, on en trouve partout. En trois, j'ai mis le climat ariégeois qui est quand même rude à certains endroits, mais qui permet encore d'accéder à pas mal de variétés et un panel assez vaste de cultures. Alors ensuite, on a le faible peuplement en Ariège, parce que qui dit peu de voisins dit peu d'emmerdes. C'est logique, c'est mathématique. En 5, le prix de l'immobilier, tout simplement, c'est la différence voilà, avec la région PACA. La région PACA est devenue depuis notamment le TGV qui met Paris à 3 heures de Marseille, ça fait exploser l'immobilier, donc le coût de la vie devient quasiment ingérable. C'est difficile d'acheter un terrain à Marseille et de pouvoir, sur Marseille, sur le pourtour méditerranéen, surtout sur Marseille, en PACA, et pouvoir cultiver ses légumes, quoi. Et puis à la fin, en 6e point, je parle de la présence des néo-ruraux, parce qu'il y a beaucoup de néo-ruraux en Ariège, et ça prouve déjà que c'est intéressant, c'est bon signe, et ça permet facilement de créer des liens avec le voisinage, des liens d'échange, notamment. Voilà. Après, si je peux vous donner quelques conseils, c'est tout simplement de ne pas avoir peur de vous lancer, et puis on est là pour vous conseiller, donc voilà, n'hésitez pas, tout simplement. Merci à vous. Bonsoir à tous, donc le meilleur pour la fin peut-être, vous allez nous le dire. Alors je suis probablement le seul du groupe à être originaire du monde rural. Je sais pas, j'ai pas sûr. Je pense que la plupart on venez du milieu urbain. Alors moi c'est Cédric, j'ai 35 ans, monsieur. Voilà, donc c'est les Hautes-Pyrénées, donc je précise le mot Bigorre parce que c'est l'ancien nom de la région, voilà, sous l'ancien régime, etc. Donc, je prends mes valeurs, c'est les valeurs de ma culture locale, de ma langue locale. C'est pour ça que je vous précise cela comme ça. Voilà. Alors donc voilà, je suis issu d'un petit village dans les Hautes-Pyrénées de 150 habitants à l'époque. Depuis ça a augmenté. Donc j'ai fait mon enfance là et issu d'une famille d'agriculteurs. Donc, mes parents n'étaient pas agriculteurs, mais voilà, mon grand-père, mes oncles, etc. qui étaient agriculteurs, et malgré tout, voilà, on avait des animaux voilà, pour manger, le jardin, tout ça. Voilà, j'ai
connu le pelle-porc, chose qui me se fait bien moins maintenant. Donc tuer le cochon à la maison. Voilà, mais bon, j'ai été quand même attiré assez tôt par la modernité, la technologie, etc., l'informatique notamment. Et je suis passé sur cette œuvre-là au départ, donc électronique, informatique. Et là, de là, je me suis retrouvé à l'âge de 25 ans sur Toulouse, voilà, pour travailler en tant qu'ingénieur en informatique. Et puis, bon, de fil en aiguille, j'ai découvert ER, les idées, etc., que porte cette association-là, pardon. Et bon, mais j'ai commencé à réaliser des choses et de me rappeler un peu de mon enfance, de ce que j'ai connu, des valeurs, etc. Voilà, et du coup, ben, j'ai commencé en travaillant, alors avec la pression de la hiérarchie, voilà, le truc des grandes entreprises où voilà, on n'est pas vraiment pris comme des êtres humains. J'ai même pas l'impression que j'ai eu au bout d'un moment. J'ai fini par penser au retour à la terre, voilà, l'agriculture, enfin même la paysannerie. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on se considère plutôt paysan qu'agriculteur, ça a son importance. Bon voilà, j'ai fait l'idée a démarré 2 ans avant de me séparer de mon ancien métier, et donc j'ai décidé au bout de 6 ans d'informatique de me reconvertir. Donc comme Franck, j'ai fait un BP REA en maraîchage, et je suis revenu sur les terres de mes anciens, puisque j'ai repris des terres qu'on avait en location, et donc suite à ce diplôme BPRA, je me suis installé sur 1,5 hectare. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, à part que voilà, je vends sur les marchés, alors un marché dans les Pyrénées, à Bagnères de Bigorre. Je fais aussi partie, alors je me suis pas mal engagé dans le bio, notamment sur le territoire des Pyrénées. Donc je fais partie de l'association des agriculteurs biologiques. On a créé un collectif de maraîchers, bio qui livre au Biocoop. Voilà, donc on travaille en groupe. Que dire de plus, bon voilà, on va très engagé dans tout ça. Donc ça fait 2 ans que je suis installé, 2 ans, 3 ans même, je vais entamer la 3e année. Alors j'ai démarré sans serre au départ, sur quelques milliers de mètres carrés. Et bon voilà, c'est un métier très difficile, et il faut être très très courageux, il faut les avoir bien accrochés. Il y a des femmes qui font ça aussi, hein, quand même. C'est très bien. Et je sais plus. Bon voilà, je vais pas en rater plus. Après, ceci dit, je suis opérationnel pour entendre vos questions. Voilà, je m'arrête là.